Est-ce que tu as senti du racisme? Qui viennent nous toucher les cheveux. C'est dingue parce que ça m'arrive également. Les photos, c'est très fréquent. Moi, j'ai une personne, par exemple, qui m'a fixé pendant, je crois, 30 secondes. Bienvenue à la House of Roosevelt, un lieu emblématique de Shanghai où se mêlent histoire, élégance et affaires. Avant notre entretien, une guide nous fait découvrir les lieux. La cave à vin, le bureau des négociations et la chambre des cigares. C'est d'ailleurs ici que j'ai rencontré Samba, du groupe Richelieu, pour parler d'expatriation et de gestion de patrimoine international. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage de l'interview. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hamza Naki, fondateur de Parlons Finance. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial à vous présenter, Samba Gandega, qui est expatrié français basé en Chine, à Shanghai principalement. Et aujourd'hui, on aura l'opportunité de discuter d'expatriation français, mais également de gestion de patrimoine à l'international. Samba, merci d'être là. Je suis très honoré de te recevoir. Merci beaucoup Hamza, très gentil de ta part de nous accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Pour moi, c'est un plaisir puisque j'ai eu l'opportunité donc de voyager dans toute la Chine. Enfin, dans toute la Chine, c'est tellement grand que malheureusement je ne pourrais pas dire toutes, mais l'émulsion, le dynamisme et les infrastructures m'ont carrément surpris. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec toi. Mais pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es pour en savoir davantage sur ta personne? Bien sûr. Alors, je suis Samba Gandega, établi en Chine depuis 10 ans. Je suis à ce jour associé au sein du cabinet Richelieu, en charge des activités sur la Chine, et puis également conseiller en gestion de patrimoine, ce qui occupe le plus clair de mon temps. Ok, super. Mais du coup, quel a été ton parcours académique? Parce que j'imagine que tu as dû étudier donc, soit la finance, soit la gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait une école de commerce, un parcours relativement classique. Seule exception, c'était un double diplôme entre la France et la Chine. Okay. Neoma Business School à Reims. Et puis, je suis arrivé à Pékin, à l'UIBE, en 2015, pour la seconde partie de mon cursus. Ah bah, du coup, j'imagine que tu parles mandarin aussi. Alors, oui, je parle mandarin. J'ai commencé à l'étudier un peu au lycée, okay. En école de commerce, et puis surtout et beaucoup sur le terrain depuis 2015. Incroyable. Mais comment t'es venue justement l'idée de vouloir aller en Chine, y travailler et développer tes activités? Alors, un peu par hasard. L'idée, c'est la suivante. J'ai vécu à Reims, dans le nord-est de la France, jusqu'à peu près mes 20 ans. Lorsque j'ai débuté mes études supérieures, j'avais envie de partir okay. Loin, vers quelque chose que je ne connaissais pas. Bon, c'était l'Est ou l'Ouest. Les États-Unis ou la Chine. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis lorsque j'étais plus jeune. Et puis culturellement, c'est quelque chose que l'on connaît beaucoup plus. J'avais envie de nouveau, un peu de partir à l'aventure. Et donc j'ai choisi la Chine. Pour moi, c'est de la nouveauté, mais c'est surtout un paysage totalement dépaysant. Tout est dépaysant. La façon dont ils développent justement leur vie au quotidien, la façon dont ils communiquent. Plein de choses. Comment tu as su t'adapter et t'intégrer dans ce pays immense, aussi immense qu'un continent? Alors, pas trop le choix. Lorsque j'arrive ici, j'ai 20 ans, j'ai signé à minima pour 2 ans et demi. Trop tard pour faire marche en arrière, donc pas d'autre choix que de s'habituer. Alors l'intégration, dans mon cas, je pense, a été beaucoup plus simple que pour d'autres, dans le sens où je suis arrivé en Chine au sein d'une promo d'une trentaine de personnes. Donc forcément, s'acclimater lorsque tu as déjà des gens que tu connais, et puis cette facilité d'échanger avec des personnes qui vont, tout bête, te dire là où manger parce que c'est bon, comment mettre en place une connexion Internet, comment avoir un numéro de téléphone, tout ça en fait ça facilite les choses, donc on réfléchit à 30 plutôt que seul. Donc ça a été beaucoup plus simple, et puis forcément lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a soif de découvrir de nouvelles choses, je pense que c'est plus une opportunité plutôt qu'autre chose. C'est incroyable, mais justement, petit aparté personnel, est-ce que tu as une anecdote, entre guillemets, ou un blocage que tu as pu vivre au départ de ta venue ici, qui t'a marqué? Bien sûr. Alors, comme je t'ai dit, j'avais appris le chinois en France pendant 5 ans. 3 ans au lycée, 2 ans en école de commerce, donc j'étais quand même censé avoir un niveau de chinois la base. Tolérable, acceptable. J'arrive en Chine. À la sortie de l'aéroport, on prend un taxi avec mes 2 colocs. On était incapable d'indiquer au chauffeur de taxi notre adresse en chinois. On était incapable de lui dire tourne à gauche, tourne à droite. Et c'est là le fameux reality check. En fait, on se rend compte que va falloir bosser. Mais c'est incroyable parce que moi, je comprends ce que tu veux dire maintenant. Allez, moi, je suis venu ici pour la première fois en 2025 en Chine et avec toutes les facilités au niveau des applications, toutes les facilités digitales. Malgré cela, il y a quand même eu quelques complications. Et donc, j'imagine pas en 2015 ce que ça a dû être, ni même avant. Mais du coup, même
placer une adresse ou la donner à un chauffeur de taxi, ça devait être un calvaire, j'imagine. Bien sûr, alors de nos jours c'est beaucoup plus simple puisqu'on a Didi qui est l'équivalent de Uber, donc Ouais, clairement. ça facilite, Ça facilite grandement trop. les transactions. À l'époque, non, il fallait dire l'adresse. Alors bon, on avait les smartphones, donc c'était simple, on montrait l'adresse sur le téléphone, mais c'est sûr que les choses ont tellement évolué en 10 ans, et plus on avance, plus les choses se facilitent. Mais il faut quand même reconnaître que la Chine est pas forcément une terre de tourisme. C'est quand même un pays qui a été fermé pendant un bon bout de temps, et que l'écosystème qui lui est très agréable, très pratique pour les personnes qui vivent ici, l'est beaucoup moins pour les touristes ou bien les nouveaux venus. Ouais, c'est bien un truc que j'ai remarqué, hein. Donc j'ai également eu l'opportunité d'aller au Japon où c'était vraiment facile et très tourisme friendly par rapport à la Chine. Ici, on constate directement allez, comment dire, la difficulté qu'il y a à s'adapter dès le départ. Mais une fois qu'on est adapté, je pense qu'on arrive à trouver ses habitudes et ses bonnes choses. Tout à fait. Ok, c'est cool. Et est-ce que tu as une belle anecdote à nous raconter, peut-être à un moment où tu as pu, je sais pas moi, régler un souci ou autre d'un de tes amis ou Par rapport à par la rapport Chine. au fait que tu sois venu en 2015, c'était Ouais, ça? 2015. 2015 du coup. Et voilà, peut-être quelque chose que tu as envie de raconter. Bah alors, Une belle histoire. tu me prends de court là. Ah ouais, ouais, c'est toujours comme ça. Faut qu'on prenne de court. C'est comme ça. Juste une belle histoire. Ouais. Peut-être vraiment, tu as rencontré quelqu'un que tu as pu aider. Ou peut-être, ben voilà, j'imagine que tu es en Chine, tu es africain. Et comment est-ce que tu as pu t'adapter avec eux? Enfin, quand je dis tu es africain, Ouais, on s'est bien compris. sûr. Mais Ouais. comment est-ce que tu as été bien vu, bien accueilli? Est-ce que Alors, tu as senti du racisme? Alors, il y a toujours en Chine cette appréhension de l'étranger, Ok. d'accord? Quelconque. Quelconque. Ok, ok. Quelconque. Ok. Quelconque. Il y a eu par le passé, je dirais plutôt un complexe d'infériorité, et maintenant peut-être plutôt un complexe de supériorité. Donc oui, il y a toujours des réactions un peu surprenantes dans la rue. Alors à l'époque, en 2015, certaines personnes, qui vivaient pas dans les grandes villes, plutôt des gens de la campagne que l'on pouvait croiser lorsqu'on se rendait dans des spots touristiques, qui viennent nous toucher les cheveux. Alors C'est dingue parce que ça bien- m'arrive également. Ça t'est arrivé également? C'est une folie. Ouais, bien Et sûr. des photos. Ouais, bien sûr, oui, Des- les photos, c'est très fréquent. Surtout là où on est, c'est-à-dire que si jamais tu marches un peu là sur le Bund, tu auras pas mal de touristes chinois, mais qui viennent de l'intérieur du pays, qui n'ont pas l'habitude de voir des personnes d'autres types physiques, et qui vont avoir des réactions parfois un peu surprenantes. Mais c'est pas quelque chose que tu rencontres dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi, quand je vais au bureau, quand je vais au restaurant, quand je vais au cinéma, c'est pas quelque chose qui m'arrive, hein. Mais c'est sûr que quand tu croises dans des spots touristiques, ça peut, des personnes dans des spots touristiques, ça peut arriver. Ouais. Moi, j'ai une personne, par exemple, qui m'a fixé pendant, je crois, 30 secondes. 30 Alors, secondes. Mais c'était bienveillant, hein. Il n'y avait pas de malveillance ni rien. Et à un moment, je ne comprenais pas. Donc, j'ai eu la première réaction européenne. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut, ce gars? Ouais, bien sûr. Mais au final, il m'a regardé. Et puis, quand je lui ai fait un sourire, il m'a fait vraiment un geste amical. C'est peut-être un compliment d'ailleurs. Ah ouais? Peut-être. C'est incroyable. Fallait lui demander. Ouais, bon, je veux pas aller jusque-là, mais effectivement, c'est très sympa. Mais en tout cas, voilà. Et je voulais aussi te poser la question, comme tu es arrivé en 2015, comment est-ce que tes débuts se sont passés par rapport à ta relation avec ta famille? J'imagine que tu as des frères et sœurs qui sont restés, eux, en France. Comment ça se passe, ce détachement, je veux dire Alors, la distance, forcément, c'est difficile à vivre. C'est-à-dire que venir en Chine, c'est un sacré périple. Mais je pense que la difficulté, elle n'était pas vraiment à ce niveau-là. La difficulté, elle était plutôt par rapport au fait d'envoyer son fils de 20 ans à l'époque à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que ma mère est sénégalaise, mon père est mauritanien, on a vécu en France, on a vécu dans pas mal d'autres pays. Dans ma famille, j'ai des personnes qui vivent à Dubaï, aux États-Unis, un peu partout. Donc on a toujours eu l'habitude d'être confronté à différents horizons du monde. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise. Par contre, il faut reconnaître qu'en Europe, on est beaucoup plus à l'aise avec l'Occident, les États-Unis, qu'avec l'Est, notamment le Japon. Donc, avec la Chine, ouais. Ouais. Quand je dis l'Est, c'est vraiment Far East, hein, Ouais. au sens anglais L'extrême-orient. du terme. Exactement. Et donc, avec la Chine, forcément, tu as un certain nombre d'incompréhensions, tu as un certain nombre de méconnaissances, de doutes, et avec tout ça vient peut-être un peu de crainte. Donc oui, la crainte principale de mes proches était le fait d'envoyer son fils, vers l'inconnu. Mais j'ai toujours joui d'une confiance totale de la part de mes parents, d'un support
très fort et d'un soutien très fort. Et donc du coup, j'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, je les en remercie. C'est le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis dit, imagine, Hamza, si j'habitais ici et que je devais faire en sorte que mes parents viennent me voir. Mais j'imagine que pour eux, ça doit être un choc total, entre guillemets, de venir s'acclimater ici, ou ne serait-ce que de partir sans même devoir voir leurs enfants. Est-ce que tes parents sont déjà venus en Chine te voir? Oui, à plusieurs reprises. À Ok. plusieurs reprises, que ce soit à Pékin ou à Shanghai. Ok. Maintenant, ils commencent un peu à connaître. Mais oui, il y a toujours un choc. On l'a eu lorsqu'on est arrivé ici, même si on connaissait un peu plus la Chine que les personnes qui n'ont jamais appris le chinois. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis venu en Chine pour la première fois en 2012, dans le cadre Ok. d'un voyage scolaire, puisque je faisais du chinois et mon lycée, le lycée Jean Jaurès de Reims, organisait chaque année, je pense, un voyage sur la Chine. On faisait un petit périple dans le pays. Et donc là, pour le coup, oui, on a eu un vrai choc. Mais à cet âge-là, 2012 en plus. lorsque tu rencontres ce genre de choses, c'est plus excitant qu'autre chose, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Ah bah, c'est super en tout cas. Et comment est-ce que tu es passé donc des études en finance à vouloir te focaliser sur la gestion de patrimoine pour expatrier en Chine, du coup? Donc il y a énormément de facteurs qui font que on aimerait savoir. Alors, comme dans beaucoup de choses dans la vie, le hasard. Ok. Le hasard fait bien les choses. Alors, fin de mes études en 2017, je commence à chercher un stage. Alors à l'époque, moi j'ai toujours été passionné de finance de marché et donc je me dirigeais plutôt vers Hong Kong. Et Hong Kong étant Ok, la ouais. principale place financière Place asiatique, financière. anglophone, donc beaucoup plus facile d'accès pour un occidental. Et donc je commence à avoir quelques petites touches, notamment dans des boîtes de brokers, ok. Dans des boîtes de brokerage. Fin 2017, bon, changement de plan, je dois en last minute trouver un stage sur Shanghai. Et donc je commence à contacter des personnes sur Shanghai. Alors la première problématique, c'est que la finance de marché en Chine, mission impossible lorsqu'on n'est pas chinois. Donc, jamais jusqu'à présent vu. Et pour quelles raisons? Problématique de langue, c'est sûr, ça c'est un vrai problème. Problématique peut-être parce que c'est un secteur sensible et peut-être qu'ils veulent conserver ça pour des nationaux, mais j'ai jamais vu, ou bien très peu, de personnes intervenir réellement sur le marché en étant étranger. Je pense que c'est une sorte de chasse gardée ici. À la bourse chinoise? Oui, ou bien toutes les fonctions connexes, Ouais. bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, je rends compte que la finance de marché à Shanghai, en Chine, ça va être compliqué pour moi. Et en faisant mes recherches, je me rends compte que sur Shanghai, il y a pas mal de cabinets de conseil en gestion de patrimoine, mais plutôt des structures anglo-saxonnes. Bon, déjà, ça me facilite la tâche, puisque Clairement. j'ai déjà plus mes chances que dans une structure chinoise. Et donc, j'ai un call avec une personne, un Français, qui travaille au sein d'une structure anglo-saxonne de gestion de patrimoine pour expatriés. Très sympa. Et donc, il me dit, bah, écoute, nous, pour l'instant, c'est compliqué en ce moment parce que nos effectifs sont pleins, nos bureaux sont pleins, on ne va pas recruter. Par contre, il y a un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé pour les expats français. Tu devrais tenter ta chance. Alors, j'envoie un mail. Premier échange téléphonique, premier entretien téléphonique. Second entretien, je descends sur Shanghai. Et le soir même, je suis recruté pour mon stage. Super. L'objectif pour moi initialement, c'était de faire mon stage de 6 mois et ensuite de rentrer en France. Poursuivre mes études. J'avais candidaté à 2 masters, Ok. le 203 de Dauphine et le master de gestion de patrimoine, en gestion de patrimoine de Dauphine. J'ai été refusé aux 2. Et donc là, forcément, j'étais abattu. Mais T'as dû changer ton fusil d'épaule, certainement. exactement, mais avec le recul, c'est très probablement la meilleure chose qui me soit arrivée sur le plan Ok. professionnel, puisque c'est justement ce qui m'a permis d'avoir le début de carrière que j'ai et d'avoir les fonctions dans lesquelles je suis actuellement et dans lesquelles je suis totalement épanoui. Et pour la petite histoire, la personne que j'ai eu en call à l'époque nous a rejoints au sein du cabinet Richelieu Ah bah, il y a une comme paire quoi. d'années. Comme quoi, ouais. Comme quoi, exactement. Quelle belle histoire, franchement. Et justement, je voulais en savoir plus sur ta vision de la Chine actuellement. Bon, on a vu le développement faramineux, je dirais, de ce pays, de ce peuple. C'est quand que ça a commencé réellement à être aussi développé que ce que j'ai vu? Parce que je pense que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre tant qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux à quel point il y a des bâtiments partout, il y a une certaine verticalité énorme, alors que nous on a connu toujours des régions en Europe très à bas niveau en termes d'étage. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à tout ça? Alors, ce qui m'a toujours impressionné avec les Chinois, c'est leur capacité
à créer, à se développer et à scaler rapidement. Parce que quand tu regardes par exemple la vue que l'on a à gauche, c'est l'Utsatsuik. D'accord, donc c'est la vue que l'on a depuis le Bund où nous sommes actuellement. Cette zone-là, il y a 40 ans, n'existait bien entendu pas, il n'y avait pas un seul gratte-ciel, c'était que des marécages. On l'évoquait tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, la Chine a connu dans les années 60-70 des famines. Ouais. D'accord. Et lorsque tu vois d'où ils sont partis et ce qu'ils sont devenus maintenant, c'est assez impressionnant. Incroyable. Alors, il y a pas mal d'éléments qui peuvent expliquer ça. La démographie peut l'expliquer, le système politique peut l'expliquer, je n'entrerai pas dans le débat. Mais il y a aussi cette capacité d'un pays à se recréer, à se transcender. Et pour ça, il faut le reconnaître, chapeau bas. Oui, parce qu'en règle générale, on a aussi, et je le dis toujours à mes proches, la Chine, c'est un peu un bond vers le passé. Donc, lorsqu'on va dans des villes comme Pékin, mais il y a aussi son côté moderne, hein, et puis il y a aussi un bond vers l'avenir. Parce que moi, ici, je me suis senti à la fois dans les aspects traditionnels dans le passé, et puis quand je vois à quel point donc, les buildings prennent une hauteur folle, à tel point de toucher des nuages, je reste ébahi. Et donc, tu parlais de la famine en 70, et qu'est-ce qui a fait par la suite une des décisions phares qui a été prise par ce pays pour se développer aussi rapidement? Bon, alors là on rentre dans des sujets qui sont limite liés à la politique, et tu sais ce que c'est que la politique. Ouais, un peu de géopolitique. Mais alors, je pense qu'en Chine, un des grands tournants, ça a été l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping. Voilà, Deng Xiaoping qui a complètement changé la politique économique, qui a ouvert la Chine libéralisation exactement aux investisseurs étrangers, et c'est ça qui a permis de lancer le développement de la Chine. Je pense que ça a été le point. Je pense que c'est au moment où ils sont sortis un peu moins du dogmatisme, au moment où peut-être Mao en fait a un peu step down, peut-être qu'à ce moment-là, Deng Xiaoping a pu lancer. Quand tu es arrivé ici, est-ce que c'était pareil ou il y a eu réellement un développement les 10 dernières années? Non. Je pense que les 10 dernières années sont plus une période de consolidation. Consolidation. La grosse période de croissance de la Chine, ça doit être des années 80-90 jusqu'aux années 2015, à peu près 2010-2015. Ouais. Ok, super, hyper intéressant. Du coup, maintenant, on va parler de ta carrière professionnelle. Hein, donc, chez Richelieu International, c'est un cabinet donc spécialisé en gestion de patrimoine. Comment est-ce que tu as fait cette rencontre avec Richelieu? Tu as un peu évoqué le fait que tu as postulé, mais c'est quoi Richelieu? C'est quoi cette organisation? Qu'est-ce qu'elle permet d'offrir justement aux expatriés? Alors, le cabinet Richelieu est né d'une volonté qui est celle d'offrir à une clientèle expatriée un conseil, un accompagnement qui soit en lien avec cette particularité qu'ils ont, c'est d'avoir un pied à l'international et un pied en France. Donc il faut avoir constamment une sorte de dualité par rapport au service que l'on va proposer. Je m'explique. Tant par rapport aux conseils que l'on va leur offrir, puisque tu vas avoir beaucoup de structures qui vont accompagner les expatriés dans la structuration de leur patrimoine international. Par contre, très souvent, ça va être des structures anglo-saxonnes. Donc sur la partie investissement, why not? Par contre, sur la partie fiscale et sur la partie considération d'un retour en France, là, ça va forcément empêcher. De l'autre côté, tu vas avoir des structures françaises, les banques par exemple, qui peuvent accompagner des Français, même expatriés. Par contre, il y aura très souvent une problématique par rapport à la mobilité. Okay. Il y a encore quelques années, le PEA, on ne pouvait pas le conserver lorsqu'on partait à l'étranger. Voilà, il y avait tout ce genre de blocage. Donc, le cabinet Richelieu est là pour offrir à une clientèle française expatriée un accompagnement. Ouais, c'est quoi un expatrié? Ah, bonne question. Un expatrié, c'est tout simplement... Alors, il y a beaucoup de termes qui sont un peu galvaudés. Expatrié, expat, immigré, émigré. Bon, au final, pour moi, ça représente à peu près toujours la même chose. C'est une personne qui est partie de son pays pour aller travailler, vivre dans un autre pays. Alors, il y a le terme expat par rapport au contrat expatrié, où c'est la boîte qui vous a envoyé dans un pays, en général pour un contrat de 2, 3, 4 ans, et derrière, vous êtes censé revenir au siège. Rien à voir avec les VIE? Alors, les VIE sont des expats, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, ouais. Okay, sauf que les VIE, c'est sur des durées, en général, de 12 à 24 mois, et d'ailleurs, c'est pour des personnes de moins de 28 ans. Donc, c'est assez limité dans le temps. Et l'expatrié est résident fiscal dans le pays où il travaille, ou en France encore? Alors, la résidence fiscale, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que tu peux très bien être considéré résident fiscal à Singapour, par exemple, mais la France peut également te considérer comme étant résident fiscal. Okay. Donc, il y a plusieurs critères, notamment la source de tes intérêts
économique, là où tu vas passer le plus clair de ton temps, donc la fameuse règle des 6 mois. des 6 mois exactement. Il y a également où se trouve ton foyer. Donc ça, c'est limite quelque chose que l'on peut juger au cas par cas. Je peux être Ok. résident fiscal français, pardon, je peux être résident fiscal chinois, mais parce que la structure de mon patrimoine ou parce que mes activités professionnelles vont évoluer, l'année d'après, je peux être considéré comme résident fiscal français. Donc c'est assez complexe. Mais il est vrai par contre que les expats vont être en général rattachés au système de retraite français. Ok. Ça, c'est En une règle des générale. majeures différences. C'est un sujet qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, hein, la retraite. Est-ce que les expatriés ont la même retraite que n'importe quel Français? Les Non, expatriés français, par exemple. Ouais. Non, non, pas du tout. Très souvent, justement, c'est ce que j'évoquais à l'international. À l'instant, pardon, un contrat expat va rattacher l'employé au système de retraite par répartition français. Ok. Or, les contrats expats représentent de plus en plus la minorité. Donc, il y a de moins en moins de contrats expats Ok. parce que forcément, c'est des coûts qui sont beaucoup plus importants, parce qu'il y a des compétences qui émergent au niveau local également. Et donc, les entreprises ont créé, bien entendu, le contrat local qui existait depuis longtemps, mais le contrat local plus, qui est un peu un niveau intermédiaire. Mais dans ces types de contrats local ou local plus, il y a en général aucune prise en charge pour la retraite. Et donc, à ce niveau-là, il va être important que chacun prenne ses responsabilités pour créer sa propre retraite. Ok. Et c'est justement dans ce cadre-là que le cabinet Richelieu intervient. Ok, super. Et c'est quoi un patrimoine d'un expatrié? Parce que aller il est à l'étranger, est-ce qu'il peut investir directement? Est-ce qu'il peut ouvrir un compte titre, un PEA? Comment ça se passe en fait de gérer un patrimoine d'un expatrié? Alors, ça dépend. On va y avoir les personnes qui souhaitent toujours être sur les solutions françaises. Alors, c'est possible, mais beaucoup de banques refusent l'ouverture de contrats d'assurance vie à l'expatrié. Certaines banques l'acceptent, d'autres non. Les raisons sont toujours assez floues parce que réglementairement, rien n'empêche à un Français de l'étranger d'avoir un contrat d'assurance vie. Et justement, c'est là où le cabinet Richelieu apporte une valeur ajoutée, c'est que on souhaite offrir à notre clientèle la capacité d'avoir accès non seulement à des solutions franco-françaises, type contrat d'assurance vie droit français, type SCPI, ou bien européenne, type contrat d'assurance vie luxembourgeois, mais également la possibilité d'avoir accès à des solutions internationales, puisque ces solutions-là sont en général beaucoup plus compétitives en termes de frais, beaucoup plus pertinentes en termes de mobilité, ça c'est important, le fait un expatrié puisse être un jour en Chine, le jour d'après, l'année d'après, pardon, aux Émirats, ou bien encore après aux États-Unis, il faut que les solutions puissent les suivre et puis que nous on puisse les accompagner, donc la portabilité est très importante. Et donc un patrimoine peut se déplacer du coup, ou Un pas? patrimoine, techniquement, peut se déplacer. Je dirais pas qu'il peut se déplacer, par contre, il va suivre son propriétaire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important à garder à l'esprit pour les expats. Ok. Et donc il suit son propriétaire qui paye de l'impôt où? Alors, en général, tout va dépendre des conventions fiscales. Il y a des accords bilatéraux au niveau fiscalité, et c'est toujours ce qui fait référence. Il n'y a pas de règle générale, donc il faut toujours se référer aux accords bilatéraux. Par contre, la norme, c'est que sur tout ce qui est bien mobilier, d'accord, Action, donc, obligation. exactement, Ouais. c'est dans le lieu de résidence fiscale. Ok. D'accord, non dans le lieu de situation des actifs. Pour tout ce qui est actif immobilier, ça va être dans le lieu de situation des actifs. Mais encore une fois, toujours se référer aux accords bilatéraux. Ok, c'est très très pertinent. J'aimerais bien revenir sur ton rôle en tant qu'associé donc du bureau Richelieu. On est en Chine. On dit toujours que les Chinois travaillent plus que les Français ou que les Européens et autres. C'est quoi ton rythme de travail et comment est-ce que tu manages ton temps, tu manages tes clients, etc. Ok. Alors, je ne travaille pas du lundi au dimanche. Ça, c'est Ouais, sûr. j'espère. Mais j'ai des journées chargées, mais pas à ce point-là. J'ai plusieurs casquettes au sein du cabinet Richelieu, donc forcément plusieurs responsabilités. Ma journée classique, alors moi je suis plutôt matinal, plus que travailler tard le soir, donc je me réveille en général aux alentours de 6 heures ou bien un peu avant. J'aime bien faire du sport le matin, donc je vais au sport. J'arrive au bureau entre 8h30 et 9h, et ensuite je déroule ma journée, et je vais finir vers 20h, 21h. J'aime bien en général plutôt... 20h, 21h, ça fait quand même de longues journées. Oui, ça fait... Où il y a des pauses. Oui, bien sûr, oui, mais je prends une pause de midi, c'est sûr. Je prends une pause de midi. Une pause de
10-15 minutes? Non, 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 Non. j'ai besoin d'un break le midi, 1 heure. Ouais, Et une bonne heure. et j'aime bien manger, donc Ouais, ok, il faut une bonne heure. je ne range jamais les repas. Surtout que je remarque ici, ils aiment beaucoup remplir les tables de plusieurs mets différents. Ouais. Exactement. Et ne pas les terminer. Ah, ils terminent pas en plus. Non, 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 ben non, parce Ok. que si jamais tu les termines, ça veut dire que tu n'en as pas eu assez. Donc, Ah, par politesse, d'accord. il faut toujours commander plus, en avoir plus sur la table. Mais ça, c'est incroyable. Et t'as d'autres tips comme ça pour quelqu'un qui aimerait justement s'expatrier en Chine? Je sais pas, qui te viennent de tête, un comportement à avoir, des qualités. Ouais, ouais. Alors, les Chinois peuvent être parfois très directs, Ok. c'est-à-dire sans filtre, mais ce qu'on appelle mianzi, la face, est quelque chose de très important. C'est-à-dire que lorsqu'on fait perdre la face à quelqu'un en public, c'est la plus grande humiliation qu'on puisse lui faire, Ok. donc à éviter. Donc parfois, certaines vérités peuvent être dites de manière très frontale, mais certaines autres vérités sur des sujets plus sensibles doivent l'être de manière un peu plus diplomatique. Comme on dit, féliciter en public et corriger en privé. Hein. Exactement. Forcément, ça c'est un peu une règle peut-être universelle, mais je dirais chez les Asiatiques en règle générale, il y a vraiment ce côté face à ne pas Bien sûr. ternir. L'honneur est important. L'honneur Est important. Ouais, effectivement. Ouais, c'est super, c'est super. Donc tu as parlé de tes horaires à rallonge, de ton rythme de travail. Et comment se passe ton quotidien entre le management justement de tes dossiers, tes clients et la recherche de nouveaux clients? Parce que des expatriés, on n'en trouve pas facilement. Quels sont tes leviers Alors pour le coup, il y en a. Notamment Ok. les expatriés français sont à peu près partout dans le monde. Et je pense que le réseau diplomatique français, d'ailleurs, est un des plus étendus au monde. Et c'est dire de l'implantation des Français à l'international. Alors, j'ai plusieurs rôles au sein du cabinet Richelieu. Donc, mon rôle que j'exerce depuis que j'ai commencé au sein du cabinet, c'est celui de conseiller en gestion de patrimoine, qui vise à accompagner mes clients dans la création, le développement, la structuration de leur patrimoine, et également sur la partie conseil, sur tout ce qui est investissement, mais également fiscalité. Ensuite, je suis en charge des activités Chine, puisque je suis China Country Manager, et à ce titre, je suis en charge de développer l'équipe. Donc là, c'est beaucoup plus de ressources humaines, de management, puisque l'objectif, tout simplement, c'est de recruter, de former et de faire monter en compétence une équipe, de manière à ce qu'ils soient les plus efficaces possible avec notre clientèle. Et tu recrutes des Français ou tu recrutes aussi des Chinois qui travaillent pour Richelieu? Alors, ça, c'est un sujet qui est assez intéressant, puisque typiquement, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'avoir des forces vives francophones. On a également besoin d'avoir des forces vives qui sont au fait de la fiscalité française et la fiscalité des Français de l'étranger. Et donc, forcément, ça va très souvent passer par une formation initiale en France, puisque lorsqu'on va recruter une personne qui est diplômée d'un master en gestion de patrimoine, très probablement, elle est passée par la France. Et du coup, les qualités pour travailler chez Richelieu, j'imagine, c'est parler français déjà. Mais est-ce que le mandarin est nécessaire? Non, non, le mandarin n'est pas indispensable. Du coup, en fait, c'est l'extension d'une boîte française Exactement. juste en Chine, quoi. Exactement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai perdu mon niveau de chinois. Ah, d'accord, d'accord. Mais je peux t'apprendre à dire bonjour, donc on dit ni hao, comme ça. Voilà, c'est pour toi. Merci. Tu le gardes bien. J'apprécie. C'est avec grand plaisir. Mais du coup, qu'est-ce qui est le plus stimulant et le plus exigeant dans ce métier? Alors, ce qui est exigeant, c'est sûr, c'est mes clients. Forcément, puisque mes clients m'ont confié leur avenir financier, leur sécurité financière à long terme, et donc il est tout à fait normal et légitime qu'ils soient exigeants. Ils ont tout à fait raison. Une autre partie qui va être exigeante, c'est le recrutement. Puisque forcément nos forces vives sont la vitrine du cabinet, donc il va être important qu'elles soient tout autant qualifiées au niveau hard skill, donc via un parcours en gestion de patrimoine de haut niveau, également via un processus de certification en interne. C'est quelque chose qui nous est très cher, c'est le fait que l'on puisse continuer à monter en compétences, peu importe le niveau d'ancienneté au sein de la structure. Donc là aussi sur la partie recrutement, c'est quelque chose qui est assez exigeant. Et ce qui est stimulant, forcément, on a un cabinet de conseil en gestion de patrimoine plutôt orienté sur les placements financiers, sur les placements boursiers, et donc inévitablement, lorsqu'on est corrélé de près ou de loin au marché financier, c'est toujours quelque chose d'assez excitant. C'est très, très pertinent, très riche en termes d'informations. Et sur base de ton
ton expérience, quels sont les grands défis financiers que rencontrent les expatriés français à l'international? Alors, je pense que le premier défi, et on en parle de plus en plus, il vaut d'ailleurs autant pour les résidents fiscaux français que pour les expatriés, c'est la fameuse retraite. Pour le coup, les expatriés, lorsqu'ils quittent la France, perdent leur attachement, enfin le lien avec le système de retraite par répartition français. Ça pourrait paraître, c'est automatique, et à part si jamais ils contribuent à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Ça pourrait être perçu comme une perte d'avantage, hein, d'accord, comme un recul dans leur situation. Cependant, moi, je suis persuadé que c'est une opportunité, parce que c'est une opportunité d'avoir le choix de structurer sa propre retraite, donc préparer ça par ses propres moyens, et au final décider de son âge de départ à la retraite, décider de ses revenus à terme, et donc en fait tout simplement de créer son chemin de vie. Donc je pense que c'est une très belle opportunité. Donc un Français qui travaille par exemple en Chine est soumis aux mêmes taxes, aux mêmes cotisations sociales, je veux dire qu'un Français qui travaille en France. Non, non, pas du tout. Au contraire, parce que un Français résident fiscal français, lui contribuera au système de retraite français, donc il aura ses cotisations salariales qui contribueront entre autres à la prévoyance retraite, à l'assurance retraite, à l'assurance chômage, etc. Tandis qu'un expatrié embauché en Chine sur un contrat local, lui contribuera au système chinois via les cotisations salariales de la même manière, mais sur le système. Du coup, il sera moins taxé parce que j'ai entendu dire que les taxes ici étaient beaucoup moins élevées. Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Non, non, c'est un système, c'est un système progressif, un barème progressif par tranche, sur le même fonctionnement, légèrement différent parce qu'ici c'est accumulatif plutôt qu'en France qui est c'est un total, mais grosso modo on arrive sur le même niveau. Il monte à 45% sur la tranche la plus élevée. Si je me souviens bien. Mais j'imagine que la tranche la plus élevée elle est très élevée. Pas forcément. Parce que chez nous c'est peut-être ça qui. Pas forcément. J'ai jamais trouvé choquant la différence de fiscalité entre la Chine et la France. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un système de redistribution ici aussi. Pour la aussi retraite, développé qu'en France et en Belgique. Pour la retraite. Je sais pas, un système de redistribution, assurance chômage. Au niveau social. Ouais. Non, c'est sûr. Alors, il y a une retraite. C'est autant. Il y a peut-être pour financer l'infrastructure, je sais pas. Ah. Mais... non. Alors, ce qui est sûr, c'est que ils contribuent pour la retraite. D'accord, ils ont un système de retraite par répartition qui est similaire au nôtre. Et d'ailleurs, ici, alors ça va faire des jaloux en France, mais jusqu'à encore peu de temps, les femmes pouvaient prendre leur retraite à 55 ans et les hommes à 60 ans. On coupera cette partie. D'accord, non, je plaisante. Donc il y a un système qui était assez généreux. Il y a des hôpitaux de très bonne qualité ici et qui coûtent très peu cher, donc là aussi, et qui sont d'ailleurs gratuits, je pense, pour les Chinois. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui coûte. Donc au final, ils ont quand même un certain nombre d'avantages. Pour tout ce qui est de l'assurance chômage, je ne saurais te dire. Ok, super. Prochaine question. Quand un expatrié arrive à Shanghai, quelles sont ses premières préoccupations? Comment est-ce qu'il vous contacte et pourquoi il vous contacte? Alors, on revient sur le même sujet, la retraite. Là aussi, c'est un sujet qui monte de plus en plus pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a de moins en moins de contrats expat, beaucoup plus de contrats locaux. Deuxièmement, les gens se rendent compte que le système par répartition s'essouffle, et donc il va falloir trouver une solution, une alternative. Et donc, pour les contrats locaux, c'est une évidence. Le système de la Caisse des Français de l'étranger coûte relativement cher, et donc les personnes se rendent compte que ça ne vaut pas forcément le coup. Il y a d'autres sujets qui sont également importants et sur lesquels on parle beaucoup moins, c'est la protection de son conjoint. Puisque lorsque tu vas avoir des expatriés ici, très souvent, c'est des couples mixtes. Et lorsque couple mixte il y a aussi parfois un déséquilibre criant en termes de revenus. Monsieur qui gagne plus et madame qui gagne moins, ou l'inverse. Et donc, il va être important de s'assurer que si jamais il arrive un pépin au principal apporteur de revenus de la famille, que celle-ci soit protégée et puisse maintenir ses revenus, d'autant plus... Son niveau de vie aussi. Pardon ? Et son niveau de vie, exactement. D'autant plus que les coûts fixes ici sont assez élevés, les loyers sont élevés, l'école est élevée, le lycée français coûte relativement cher. Combien t'as un chiffre en tête ? Alors, ça dépend. Les lycées français les moins chers en Asie vont coûter aux alentours des 4-5 000 euros. Sur Shanghai, on va plutôt... Par an ? Par an. 4-5 000 euros. Ouais. Sur Shanghai, on va plutôt être entre 15 et 20 000 euros. Mais il y a des lycées français, par exemple, aux États-Unis qui coûtent encore plus cher que ça. C'est pas très loin de Dubaï, hein. J'ai entendu dire que c'était plus ou moins 30 000 euros également. Exactement. Donc, pour le lycée français, pas pour... Et encore, le lycée français est en général à l'étranger, dans chacun des pays, l'un des lycées les moins chers. Si jamais tu vas sur un lycée américain, ça va coûter beaucoup plus cher. Je pense que le lycée américain à Shanghai doit coûter aux alentours des 50 000 $ l'année, ce qui fait une très belle école de commerce. Ouais, j'imagine, très beau salaire annuel pour certains.
Mais ok, super, très très intéressant. On parlait hors podcast de la doctrine de l'enfant unique et de la crise potentiellement démographique de la Chine. Effectivement, on revient sur la vision plutôt géopolitique. Qu'est-ce qui a été mis en place pour justement résoudre ça? Alors justement, c'est marrant que tu me poses cette question-là, puisque elle fait écho directement à l'actualité que l'on a en France avec notre nouveau gouvernement et la déclaration de politique générale hier. Ils ont retardé l'âge de départ à la retraite. Première mesure. Alors, je ne veux pas rentrer dans la politique, mais au grand mot, les grandes solutions. Donc voilà, ça a été un de leurs premiers actes. Deuxièmement, ils ont essayé, ils ont abrogé, ils ont mis fin à cette règle de l'enfant unique. Ça, c'était il y a plus longtemps que ça. Mais visiblement, ça va pas être suffisant, puisque justement, c'est ce qu'on évoquait, on ne peut pas changer une problématique démographique en une génération. Et il y a un problème structurel en Chine, qui est le fait que l'éducation coûte cher. Alors, je parle principalement dans les grandes villes, parce que c'est ce que je connais, Pékin, Shanghai. L'éducation coûte cher. Une école privée peut très rapidement tourner autour des 15 000 euros par trimestre. Et je parle des écoles privées chinoises, hein, pas des écoles privées internationales. Donc, c'est des coûts qui pèsent. Ce sont les écoles qui forment l'élite chinoise en règle générale. Exactement. Et ça a créé par le passé des excès, puisque la politique de l'enfant unique fait que les parents ont mis énormément de pression sur leurs enfants. À cela, tu rajoutes le fait que les enfants peuvent prendre plusieurs heures de cours du soir. Tu peux rajouter à ça le fait qu'il y a le Gaokao, qui est un concours, c'est l'équivalent du bac, mais qui est un concours national, et sur lequel ils font un ranking, et en fonction de ton rang, tu peux accéder à telle ou telle entreprise. Okay. Alors, je comprends ce principe d'élitisme qui n'est pas toujours néfaste, mais par contre, lorsqu'il est poussé à l'extrême, peut créer une vraie problématique. Ok, super. Et du coup, est-ce qu'il existe des expatriés qui, par exemple, inscrivent leurs enfants dans les écoles chinoises? Alors oui, c'est possible. Alors, de mémoire, je pense qu'il faut quand même être chinois, mais à confirmer. À confirmer. Je suis pas sûr. Ouais. Donc très souvent, ça va être des couples mixtes. Mais oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Ouais. Ok, super. Et du coup, concernant donc les patrimoines des expatriés, quels sont les services concrets que vous proposez? Comment est-ce que ça se passe dès le départ? Vous faites un bilan patrimonial, je ne sais pas. Et ensuite, comment est-ce que vous ajustez aussi vos investissements pour, vos décisions ou vos solutions pour les expatriés dans le long terme? Alors bien entendu, préalablement, toute recommandation va passer par une phase d'étude patrimoniale, de bilan patrimonial, de manière à prendre connaissance de la situation actuelle du client, de ses objectifs à court, moyen et long terme. Sur la base de ça, nous allons pouvoir proposer une stratégie qui permet à nos clients d'atteindre leurs objectifs. Et c'est seulement pour mettre en place ces stratégies que l'on va proposer des solutions. J'ai pour habitude, et on a pour habitude au sein du cabinet Richelieu, de faire un point trimestriel avec nos clients. Ça peut paraître beaucoup, mais je suis convaincu que ça a plusieurs avantages. Premièrement, étant donné qu'on investit sur les marchés financiers, il y a une certaine volatilité, donc il va être important pour nos clients de comprendre ce sur quoi ils sont investis, de comprendre les derniers événements sur le marché financier qui peuvent expliquer une performance ou une baisse des marchés, point important. Ça permet également de s'assurer que nos clients sont toujours en ligne avec leur objectif long terme et donc avec la stratégie, et puis potentiellement d'adapter, parce qu'il y a forcément des changements, naissance, divorce, héritage, etc., qui vont venir changer les plans de vie, qui vont venir changer la structure patrimoniale, et donc on doit pouvoir être actif à ce niveau-là, et puis également c'est le meilleur moyen d'entretenir une relation de confiance avec notre clientèle. Et qui sont vos partenaires en règle générale pour les marchés financiers, pour l'investissement en bourse ou autre? Avec qui bossez-vous concrètement? Quels sont les acteurs connus avec qui vous coopérez? Alors c'est très simple. Nous, ce que l'on propose à nos clients, c'est de ne pas être limité à des supports d'investissement internes et des supports d'investissement maison. Et c'est ce qui fait une grande différence avec le secteur bancaire, c'est-à-dire que en étant chez Richelieu, vous n'allez pas être investi sur un compte titre Richelieu ou bien sur un fonds Richelieu international. Justement, ce que l'on souhaite, c'est offrir la capacité à nos clients d'être investis sur les solutions d'investissement, les supports d'investissement qui vont être émis et gérés par les principales sociétés de gestion au monde. Aux États-Unis, ça va être du iShares, du BlackRock, du Vanguard, du JP Morgan, les grands noms. En France, ça peut être du Amundi, du Carmignac, Et actuellement, vous privilégiez quelle zone géographique d'investissement, quel secteur? Quelle est la vision que votre économiste ou que sais-je a développé pour Richelieu? Alors, j'ai toujours eu
une forte appétence pour le secteur technologique. Je n'invente rien. Et c'est très bien. J'invente rien. C'est la tech qui a été le principal driver de croissance sur les 15-20 dernières années. Donc, malheureusement, en Europe, on pêche un peu en termes de boîtes technologiques, même s'il y en a quelques-unes, il faut le rappeler. Donc, inévitablement, on a une partie de nos portefeuilles qui va être investie sur les marchés US. On va avoir une diversification sur l'Europe, mais également sur l'Asie, ce qui fait sens également avec le fait que je vis Et du ici. coup, vous investissez aussi sur les marchés asiatiques. Exactement. Quel marché particulièrement? Alors, on a accès à tout. Techniquement, si jamais nos clients peuvent être investis sur le Nifty indien, sur le Nikkei japonais ou sur la bourse de Shanghai, on peut leur permettre d'être investis sur ces très bien. sur ces marchés-là. Ouais, parce que j'ai déjà discuté avec certains, mais là c'est des cabinets de gestion d'actifs qui ne voulaient pas justement s'exposer au marché asiatique et chinois principalement parce qu'ils n'y avaient pas trop confiance ou pas confiance notamment aux données reflétées, etc. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on peut encore dire que la Chine dissimule des informations ou autre? C'est ce que moi j'entends. Hein, non mais c'est vrai. Alors, c'est un sujet qui est toujours un peu touchy, mais il faut reconnaître que en termes de transparence, ils auraient pu faire mieux par le passé. Par contre, au niveau des marchés boursiers asiatiques, c'est vrai que la Chine, si on prend l'exemple de la Chine, la Chine est un marché boursier qui est très volatile. T'as une présence des retails sur le marché qui est beaucoup plus importante. Ok. En même temps, ils sont beaucoup plus nombreux. Oui, mais par rapport aux institutionnels. Okay. Par rapport aux institutionnels. Donc du coup, ça crée des mouvements de marché qui sont parfois assez surprenants et ce qui crée une volatilité qui est assez importante. D'ailleurs, il y a eu une phase d'expansion assez importante entre par exemple 2018 et fin 2021, début 2022 sur les marchés, 2021 sur les marchés boursiers chinois. Et ensuite, c'était la bérésina. Hein, les marchés chinois se sont écroulés. Et ensuite, depuis 2025, on a un rebond qui est assez important. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut avoir une confiance aveugle sur la bourse chinoise. Par contre, par souci de diversification, je pense que ça fait sens. Mais dans tous les cas, tout doit toujours rester dans le cadre du profil de risque du client. C'est-à-dire qu'un jeune de 30-35 ans qui a encore une phase d'accumulation de patrimoine qui est relativement longue peut se permettre d'être investi sur ces marchés plus ou moins volatiles. Si jamais on parle d'un profil plutôt en phase de retraite ou bien en phase de pré-retraite, là, on va être sur une toute autre approche. Ok, super. C'est très pertinent ce que tu précises. Et justement, j'avais aussi une question. Et qu'est-ce que tu as appris en termes de gestionnaire de patrimoine, de particulier avec l'expérience que tu as actuellement? Parce que j'ai pu observer sur tes réseaux notamment que tu as déjà accompagné plus de 150 personnes, 50 expatriés à travers le monde. Qu'est-ce que tu as appris de particulier ou une erreur commune chez la plupart des expatriés qui est souvent réalisée? Alors, le premier point, je dirais que c'est de négliger l'impact du temps. Okay. Le temps peut être soit notre meilleur ennemi, soit notre meilleur allié. Ce que l'on apporte à nos clients, c'est des stratégies de création de patrimoine sur le long terme. Et donc notre allié, c'est le temps et les intérêts composés. Donc le fait de toujours remettre à dans 6 mois, à dans 1 an, qui deviennent 5 ans, 6 ans, peut in fine avoir des impacts qui sont assez importants. Je vois trop souvent des personnes qui ont eu des très belles carrières d'expatriés, mais qui ont toujours négligé la structuration et le développement de leur patrimoine. Et donc, c'est des personnes qui se retrouvent à 40 ans, 45 ans, sans filet. Okay. Et donc, ça peut être très problématique parce que du coup... Sans filet ici, dans le pays où ils travaillent, sûr, oui. Et en France? Oui, bien sûr, oui. Okay. Sans stratégie claire, sans patrimoine suffisamment structuré, alors qu'ils ont eu des très belles carrières avec des très beaux revenus, ce genre de choses. Donc, ils auraient pu mieux faire, j'imagine qu'ils ont... toujours une épargne. Oui, mais le souci, c'est que si jamais tu veux te créer une retraite par capitalisation et que à 45 ans, tu n'as pas une épargne qui est suffisamment conséquente, mathématiquement, ça veut dire que sur les 15-20 dernières années qui te restent avant ta retraite, va falloir que tu aies une capacité d'épargne colossale. Or, ces années-là coïncident très souvent avec les éducations supérieures des enfants, avec le souhait peut-être de commencer à lever le pied. Et donc, on n'a peut-être plus la capacité d'avoir une capacité d'épargne aussi importante. Donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le plus important dans la structuration de sa retraite, c'est la dizaine d'années que l'on a entre les 30 ans et les 40 ans. Parce que c'est là où on a une carrière qui est en train de pick-up. C'est également la raison pour laquelle j'encourage vraiment les personnes à se poser la question dès
même avant leur trentaine. La deuxième des raisons, c'est le fait que ce que vous allez mettre en place pendant vos 30 à 40 ans va derrière travailler pendant quasiment 3 décennies. Ouais, de 30 à 40, de 40 à 50 et de 50 à Il 60. faut savoir anticiper, entre guillemets. Exactement. Ok, très très pertinent. Et quelles sont les ambitions donc de Richelieu International, à part Shanghai? Donc tu m'as dit que vous êtes présent sur d'autres marchés. D'ailleurs, quels sont-ils? Et quelles sont les ambitions futures? Ouais, alors nous avons des implantations sur Shanghai, sur Kuala Lumpur, sur la Thaïlande, sur le Vietnam et puis également sur le Japon. Nous avons également des activités en Europe. En termes d'ambition, faut savoir que le cabinet Richelieu s'est toujours développé de manière organique. De manière à conserver quelque chose qui nous est cher, notre indépendance. Et c'est, je pense, cette indépendance-là qui a fait notre succès jusqu'à présent. Donc l'objectif, c'est de continuer dans cette lignée-là, de continuer à se développer de manière organique, de continuer à créer des implantations un peu partout dans le monde, de créer ce maillage local, mais qui, à l'échelle du monde, du coup, paraît gigantesque. Et du coup, n'importe quel expatrié français ou européen, parce que j'ai observé que vous étiez aussi, vous offriez aussi vos services, notamment aux expatriés européens. N'importe quel expatrié peut vous contacter, enfin pourrait vous contacter s'il habite, s'il travaille justement en Thaïlande, en, en Malaisie et autres. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est d'être en capacité d'accompagner sur différents besoins, que ce soit la retraite par capitalisation, l'optimisation fiscale, la protection et la transmission du patrimoine, et puis, in fine, toutes les problématiques d'investissement à court, moyen et long terme, même si, bon, à mon sens, l'investissement, c'est plutôt du long terme. Donc, dans ce spectre-là, tout expatrié va avoir des besoins. Donc, il va être important d'être accompagné sur ces sujets-là. C'est clair, c'est clair. Généralement, on met toujours de côté cet aspect de gestion patrimoniale, alors qu'en fait, c'est absolument central et important. Je peux comprendre. Ces personnes-là ont des boulots, ont des vies en général bien chargées et donc vont très souvent remettre à plus tard ce sujet qui peut leur paraître ennuyeux, que moi je trouve passionnant. Mais je suis persuadé que le meilleur service qu'ils peuvent se rendre, c'est de mettre les choses à plat une fois pour toutes, d'identifier l'objectif, de mettre en place une stratégie, et puis une fois que c'est fait, c'est simplement du monitoring. Et puis d'ailleurs, nous sommes là pour les accompagner. Et ce sont généralement des employés de boîtes ou aussi des freelances ou des entrepreneurs? De tout, de tout. On va avoir une clientèle qui va aller du jeune actif au chef d'entreprise pour une fortune 500 sur la zone APAC, en passant par l'entrepreneur qui a créé sa boîte et du coup dont la valeur a explosé sur les récentes années. Ok. Donc on a à peu près de À peu près tout. ouais, Hein. ouais. Ok, c'est pertinent. Et est-ce les entrepreneurs que vous accompagnez, est-ce qu'ils sont dans des secteurs spécifiques ou c'est n'importe quel acteur du marché économique qui vous contacte? Non, Un va y avoir. médecin, un dentiste, enfin j'en sais rien, un dentiste ou un consultant. Ouais. Va y avoir de tout. C'est-à-dire que on va être beaucoup moins sectorisé qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, à l'échelon de patrimoine, très souvent, vous allez avoir certaines structures qui vont être spécialisées sur les professions libérales, d'autres sur les cadres sup, d'autres sur les sportifs, d'autres sur les entrepreneurs, etc. Alors, nous, ce que l'on va proposer, c'est un service d'accompagnement pour les expatriés. D'accord. Et donc, de ce fait, on va être en capacité d'accompagner toute une clientèle expatriée sur ces besoins. Ok, super. On arrive tout doucement vers la conclusion. Mais si tu devais donner un conseil à un expatrié qui vient s'installer à Shanghai, en Chine, par exemple, enfin, pour être plus global, quel serait-il? Alors, la Chine a malheureusement souffert d'une période un peu compliquée durant le Covid, ce qui a inévitablement terni son image. En plus de cela, en Occident, on a un certain nombre d'idées reçues, de la manière que les Chinois ont pas mal d'idées reçues sur nous autres. Et donc, ces idées reçues peuvent être accompagnées de craintes. Donc, ce que j'encourage les personnes à faire, c'est vraiment dépasser cette chose-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que le mode de fonctionnement ici va être très différent de ce que l'on connaît habituellement. D'ailleurs, l'arrivée en Chine peut être assez déstabilisante, puisque le fait de réussir à rentrer dans cet écosystème, qui est d'ailleurs très bien fait pour les personnes qui vivent ici, mais beaucoup moins pour les personnes qui l'intègrent, peut être déstabilisant. Mais une fois qu'on a pris le moule, qu'on a pris le pli, pardon, c'est très agréable de vivre dans cette vie. Tu parlais d'un sujet très important, et d'ailleurs, ça me rappelle un post que j'avais lu chez toi par rapport au Covid. Je me rappelle du post où tu expliquais que tu étais bloqué pendant quelques mois. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus? Comment est-ce que tu as vécu le Covid en Chine? Parce que toi, tu l'as vécu vraiment de l'intérieur, c'est le cas de le dire. Ouais. En effet. Alors,
On a vécu deux phases sur le Covid. La première, c'est de 2020 à fin 2021, début 2022. Euh, pour le coup, la Chine a été très active à ce moment-là. Ils ont mis le pays sous cloche. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'a pas connu de phase de propagation majeure en Chine, notamment au début, surtout au début. On n'a pas connu de confinement. Le seul confinement qu'on a connu, c'est que les frontières étaient fermées. On pouvait pas quitter, difficilement quitter le pays, très difficilement rentrer dans le pays. Donc, dans une première phase, c'était très bien. C'est-à-dire que nous, on était ici, on vaquait nos occupations, on pouvait visiter la Chine et on voyait qu'en Europe, c'était confinement relativement strict. C'est par la suite en Europe. Ouais, alors c'est par la suite que nous on a compris ce que c'était vraiment qu'un confinement strict, puisqu'à partir de 2022. Ok. Ouais, au départ, c'était l'Europe qui était stricte dans son confinement. Exactement. Et ensuite, la Chine. Exactement. Ok, vas-y. Et donc, fin du premier trimestre 2022, le virus commence à se propager ici. Malgré le fait qu'il y avait des vaccins, je pense qu'à ce moment-là, la Chine aurait peut-être dû jouer la carte de l'immunité collective, mais eux, leur stratégie, c'était Covid-0. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place un confinement excessivement strict, dans le sens où j'ai passé 1 mois et demi ou 2 mois sans pouvoir mettre le pied sur le pas de la porte. Donc ça a commencé à être très compliqué, d'autant plus que l'année 2022 coïncidait avec la 3e année où on n'avait pas pu quitter la Chine. Donc 3 ans sans voir nos proches. Donc 3 ans, t'es resté bloqué en Chine. Ah, exactement. 3 ans. Ouais, exactement. C'est énorme. Ouais, non, c'était énorme, mais c'était d'autant plus compliqué qu'on avait une visibilité très faible par rapport à, alors, pendant le lockdown, quand est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que mettre le nez dehors, on entendait que tel compound avait été libéré, que tel quartier avait été libéré, mais en fait, nous, on ne savait pas. C'est un jour qu'on a reçu un message, on nous a dit qu'on allait pouvoir sortir. Les prix des billets pour quitter la Chine étaient hors de prix. À l'époque, en 2022, on était encore à 4-5 000 euros. Il fallait faire une quarantaine lorsqu'on rentrait en Chine. Donc oui, période assez compliquée, l'éloignement avec la famille, l'isolement, mais encore, moi, je pense que j'ai été relativement préservé, puisque certaines personnes sont retrouvées dans ces fameux camps Covid. Certaines personnes ont été séparées de leurs enfants. Certaines personnes ont connu des naissances ici ou en Europe, ou parfois des décès. Donc non, ça a été beaucoup plus compliqué pour d'autres personnes, cette période-là. Et donc réouverture en mai 2022, fin mai 2022. Dans la foulée, on a pris 4 mois en dehors de Chine pour souffler un peu. C'était ultra nécessaire, j'imagine. Ouais. Incroyable. Ouais, du coup, allez, moi j'ai encore une dernière question, mais j'aimerais que tu y répondes peut-être dans un autre cadre. Donc on va s'arrêter là. Et pour cette dernière question, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus spécial, un peu plus original, devant le Bund illuminé avec tous ces beaux bâtiments derrière toi. Je voulais te poser cette dernière question, qui était de savoir quel conseil donnerais-tu à un jeune diplômé qui voudrait se lancer dans une carrière internationale? Alors, c'est très simple. Je dirais de voir l'expatriation comme un projet entrepreneurial. Le plus important au début, ça va pas forcément être les conditions du contrat, le salaire ou bien la position, mais simplement de faire ses preuves, de gagner en expérience, et tôt ou tard, la carrière finira par se faire par la suite. Et je te remercie pour toutes ces réponses, cet entretien très riche. Samba, merci à toi, courage pour la suite. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Et je vois en toi un bel avenir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et je suis très fier d'avoir pu discuter et échanger avec toi. Pareillement, Hamza. Merci pour ta venue et merci pour l'opportunité de participer. Avec grand plaisir et à très bientôt. À bientôt.